Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la miséricorde d'Allah s'abattent sur vous, mes chères sœurs et mes chers frères, ravis d'être parmi vous pour pouvoir parler d'un sujet important, puisque vous me l'avez beaucoup demandé, sur la procrastination. Et nous allons essayer de tout comprendre sur pourquoi nous procrastinons et comment faire, bi'idna rahman, pour moins procrastiner, voire pour ne plus procrastiner du tout. Avant toute chose, peut-être donner la définition. Qu'est-ce que la procrastination en soi? Qu'est-ce qu'elle recouvre? Et de quoi parle-t-on quand nous parlons de procrastination? En fait, subhanallah, ce qu'il faut savoir, ça a toujours une connotation négative. Je suis la première à en souffrir, donc je vous le dis. Donc, parce que j'ai appliqué les 5 exercices que, Inch'Allah, je vais vous partager, et que ça marche, et je voudrais vraiment, Inch'Allah, que ça puisse marcher pour vous également. Alors en fait, ça a une connotation négative, c'est toujours remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Et donc nous repoussons toujours l'échéance, toujours. Et là, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là en fait. Pourquoi est-ce qu'on en arrive, subhanallah, alors que c'est des choses urgentes, des projets qui nous tiennent à cœur, vraiment les projets de nos rêves parfois, mais également des choses très urgentes comme les factures, etc. Pourquoi est-ce qu'on arrive psychologiquement à être bloqué sur quelque chose qui peut se faire en quelques minutes parfois, dont on peut être débarrassé, mais que nous reportons non-stop. Il y a des freins, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs, des causes psychologiques à cela, et nous allons essayer d'abord dans un premier temps de pouvoir les énumérer avant de pouvoir avoir ces 5 exercices bi'idhn rahman pour pouvoir un petit peu déloger tout ça de nos habitudes. Et je peux vous assurer que ça marche, Inch'Allah. Alors, il faut comprendre que quand même 97%, et c'est une étude scientifique faite à l'université d'Harvard, qui nous dit que 97%, c'est juste ahurissant en fait, la quasi-totalité de l'être humain procrastine. Bon, alhamdoulilah, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir faire partie des 3% restants, Inch'Allah, mais déjà, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment un frein en fait. C'est vraiment une barrière, c'est cette procrastination, à pouvoir réaliser ce qu'on aime et ce qu'on veut faire dans la vie. Mais le but, en fait, c'est vraiment d'apprendre à dire, au lieu de dire remettons-le au lendemain, c'est apprendre à dire non, faisons-le aujourd'hui. Mais comment? En fait, il faut comprendre déjà que la procrastination, elle existe depuis la nuit des temps. Depuis toujours, l'être humain, il procrastine. Pourquoi est-ce qu'il procrastine? Parce que lorsqu'il doit faire une tâche, en fait, il préfère rester dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et vraiment, c'est important, cette notion de zone de confort, parce que l'être humain et les automatismes de l'être humain vont plus aller vers chercher le plaisir que d'aller vers le déplaisir, l'évitement de la douleur et vraiment être dans cette recherche de plaisir. Et l'être humain est fait comme ça. Et donc, nous allons nous mettre ce qu'on appelle notre zone de confort. On est juste très confortable et vraiment aller de l'avant, changer mes habitudes, c'est sortir de ma zone de confort. Et donc, sortir de sa zone de confort, ça peut créer des peurs, en fait. Ça peut créer beaucoup de peurs. Et donc, vous allez me dire un petit peu, vous allez voir un peu dans les peurs que je vais citer, quelle est celle qui vous appartient. Vous pouvez vous retrouver dans toutes les peurs, comme vous pouvez vous retrouver dans une seule peur. L'important est de détecter. Je dis très, très régulièrement, mes chers frères et sœurs, combien il est important de pouvoir penser et réfléchir sur comment nous fonctionnons. Je le dis souvent, c'est se poser et prendre conscience. Quand je prends conscience de mes déboires, de mes limites, de mes failles, c'est à partir du moment où je prends conscience que je vais pouvoir, Inch'Allah, les changer. Et donc, c'est important de se dire, de se poser, de se dire, mais quelles sont mes peurs, en fait? Quelles sont les peurs qui m'appartiennent, qui font que j'ai effectivement du mal à avancer, j'ai du mal à pouvoir faire dans l'instant présent ce que j'aimerais faire, puisqu'après tout c'est aussi pour moi, mais que je repousse. En fait, en règle générale, on peut dire qu'il y a 5 principales peurs. Des peurs comme par exemple simplement la peur de l'échec, c'est-à-dire que ça joue sur la performance. Si je n'y arrive pas, je vais échouer et par peur de l'échec, donc beaucoup de personnes ont peur de l'échec, je préfère ne pas faire ou remettre au lendemain ou à plus tard. Du coup, ça m'empêche de vivre éventuellement cet éventuel échec
que je pourrais mal vivre parce que je déteste l'échec et parce que, effectivement, je n'arriverai pas vis-à-vis de cette frustration qui est l'échec et je pourrais effectivement être démoli psychologiquement, etc. Et donc, cette peur de l'échec-là, il va falloir aussi l'affronter. Il va falloir aussi, mais qu'est-ce qui a nourri cette peur-là? Est-ce que c'est réellement la peur de l'échec? Et qu'est-ce que je peux mettre en place comme mécanisme de substitution, hein? On appelle ça des stratégies de compensation pour pouvoir effectivement me dire simplement, mais en fait, si j'échec, après tout, c'est après un échec qu'on grandit. Vous voyez, c'est subhanallah, après une épreuve, je me sens toujours plus fort. Donc, quand bien même j'échoue, peu importe, je vais pouvoir avancer aussi. Donc déjà, savoir si cette première peur, elle vous appartient ou pas. En tous les cas, c'est l'une des causes certaines, wallahu a'lam wa a'la, une des causes certaines de cette procrastination, la peur de l'échec. Ça, c'est la première des choses. Mais paradoxalement, la deuxième peur peut être aussi la peur de la réussite. Pourquoi? Parce que réussir, ça peut aussi engendrer une nouvelle prise de responsabilité. Par exemple, voilà, j'ai cet examen à faire, j'ai ce concours à passer, mais du coup, je vais monter de grade, et donc j'ai peur que je le remets chaque année à l'année prochaine, parce que à partir du moment où je vais réussir, je vais avoir d'autres responsabilités. Et encore une fois, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Parce qu'après tout, j'avais mon petit salaire, j'avais mon petit travail, et de pouvoir écrire un livre, je vais pouvoir être connue aussi, donc du coup, je vais être redevable de choses. Pouvoir avoir un poste supérieur, c'est aussi avoir des responsabilités. Et du coup, voilà, il faut que je fasse aussi. Mais aussi réussir, c'est peut-être aussi décevoir quelqu'un ou prendre la place de quelqu'un. Vous voyez jusqu'où est-ce que l'être humain, subhanallah, il arrive à s'auto-saboter parce que, par des pensées et par ce j'appelle très régulièrement des anticipations négatives. J'anticipe effectivement que peut-être que si je réussis, il peut se passer ça de négatif. Wow. Et alhamdoulilah, je préfère rester dans ma zone de confort. Vous voyez? C'est important effectivement de comprendre que c'est parce que nous sommes criblés de peur, parce que nous regardons l'avenir par le prisme de la peur, qu'on n'avance pas et qu'on n'arrive pas à se lancer dans les projets. Et que, quand bien même, effectivement, ça nous tient ultra à cœur, en fait, j'ai tellement peur que je ne peux pas. C'est vraiment le souci, ça, il faut vraiment le comprendre. Mais aussi, subhanallah, aussi paradoxalement, c'est aussi la peur de la perte de notre autonomie. C'est-à-dire que, quand on est autonome, ok, on a le contrôle. Et donc, sur les gens, surtout perfectionnistes, et qui n'arrivent pas à lâcher prise, et qui sont tout le temps dans le contrôle, dans la mentalisation et le contrôle, faire la chose, ça peut aussi m'emmener à une perte d'autonomie. Quand j'aurai décidé, je vais pouvoir réussir, parce que c'est moi qui aurais décidé de. Mais par contre, je préfère être feignant qu'être nul. Parce qu'être nul, je peux rien faire, en fait. Je peux pas avancer, je peux pas réussir. Alors que être feignant, subhanallah, c'est avoir cette impression psychologiquement, d'être dans le contrôle de quelque chose, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne dites pas à vos enfants qu'ils sont feignants. D'abord, pour moi, la fainéantise n'existe pas. Ce ne sont que des stratégies d'échec ou de réussite qu'on se met en tête. Mais la fainéantise en soi, aucun enfant, aucun adulte n'est feignant. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est qu'il veut rester dans sa zone de confort et parce qu'il a des peurs et des craintes. Mais d'en sortir en fait. Mais en règle générale, la fainéantise, à mon sens, wallahu a'lam wa a'la, n'existe absolument pas. Donc c'est une stratégie de réussite, vous voyez. Et donc c'est aussi, du coup je vais perdre l'autonomie. Si je deviens nul et je ne suis pas feignant, je vais perdre cette autonomie. Et donc la procrastination, je fais au lendemain, comme lui, je fais ma réussite plus tard, quand j'aurai décidé de travailler. Et du coup, ça me donne un semblant et un plaisir, une sensation de plaisir que je suis autonome de ma pensée et de mes actes et de ce que je veux faire, vous voyez. Donc c'est subhanallah, le psychisme humain, comme il peut soit être facilitant, effectivement, soit être limitant pour nous. Et combien il peut jouer contre nous également. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc ça, c'était la troisième peur, c'est-à-dire la perte de notre autonomie et pas des moindres. Pouvoir garder le contrôle. La quatrième peur, à mon sens, en fait, c'est peur de la séparation. Les personnes qui, par exemple, ont énormément de mal à vivre dans la solitude, à être seules, à se séparer de l'autre, les personnes qui sont dans les carences affectives, puis parfois dans les dépendances affectives également. En fait, réaliser ça, faire cette tâche-là, peu importe laquelle en fait. C'est par exemple si je dois m'isoler pendant 1 heure par jour pour pouvoir aller faire mes factures, ou pour pouvoir faire mes comptes rendus, ou pour pouvoir faire mes devoirs. Et ça se joue aussi à l'enfance, mais surtout à l'adolescence et à l'âge adulte. Quelque part, j'ai cette peur de l'isolement en fait. Peur de l'isolement et peur d'être coupé du monde
quand bien même c'est 1 heure par jour, vous voyez? Donc, il faut vraiment essayer d'analyser ça, en fait. Peut-être que oui, aller seule dans son bureau et travailler, bah, ça demande quand même un certain confort, ça demande un certain état d'esprit, ça demande une certaine assurance, une certaine sécurité psychique, en fait, comme j'en parle régulièrement de la sécurité psychique. Et lorsque je n'ai pas mon fondement n'est pas basé sur la sécurité psychique, ben, j'ai énormément de mal, en fait. J'ai énormément de mal à m'isoler, ne serait-ce que pour faire mes devoirs pendant 1 heure, ou de faire mes factures en tant qu'adulte pendant 1 heure par jour, et chaque jour. Et ça, il faut vraiment l'analyser. D'où est-ce que cela vient? Cette peur de l'échec, cette peur de la réussite, cette peur de perte d'autonomie, cette peur de l'isolement, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, ça en dit long sur quelque chose que j'ai pu vivre dans mon enfance, qui m'a insécurisée, et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, j'ai ces peurs-là qui font que je ne peux pas m'engager dans un projet quand bien même il me tient à cœur, et que j'ai du mal à avancer. Donc ça, c'est important de comprendre. Et peut-être la 5e et dernière peur, à mon sens, wallahu alam, c'est aussi parfois, parce que c'est vraiment ce qui nous revient en thérapie, en fait, hein, ce qu'on entend aussi, quand on arrive à conscientiser, parce que c'est le but de la thérapie, de conscientiser un petit peu l'inconscient. On nous dit, oui, effectivement, ce qu'il y a aussi, c'est peut-être peur d'être envahi dans mon intimité durant la tâche. Ça, c'est le contraire, mais quand bien même je m'isole, ben parfois, j'ai peur de l'intrusion, j'ai peur qu'on vienne, j'ai peur d'être envahi dans ma zone de limite, ma zone personnelle et ma zone de confort. Vous voyez comment, subhanallah, chaque frein peut être vraiment, chaque peur peut être un vrai frein, au fait de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on veut, etc. Et on se dit, ok, bah quand il y aura moins de monde à la maison, effectivement, bah je le ferai. Et puis quand je me sentirai moins seule, et ben je pourrai le faire. Et puis quand j'aurai ce sentiment, effectivement, d'être dans le contrôle, ben je le ferai. Et c'est non-stop, en fait. Et donc demain, radoua et bradoua, comme on dit, demain et après-demain, et ça peut durer des années, en fait. Il y a parfois des tâches qui attendent, qui sont en stand-by depuis 1 année. Subhanallah. Et ça, c'est récurrent, hein. Une fois qu'on a pu répertorier, à mon sens, les peurs qui nous habitent, parce que nous avons tous des peurs, elles sont des peurs inconscientes, mais le but, c'est vraiment de les rendre conscients aujourd'hui. Je pense qu'au-delà de ça, il faut comprendre quelque chose d'autre. Une fois qu'on a terminé de voir sur les peurs, etc., quelle est celle qui m'appartient, je pense qu'il faut revoir ce qu'on appelle la notion du temps. La notion du temps. Allah Azza wa Jal, il jure par le temps. Subhanallah, l'être humain va à sa perdition, mais Allah jure par le temps qu'il va à sa perdition. C'est dire, ce qu'on peut comprendre aussi dans ce verset coranique, c'est si je ne gère pas mon temps, mais en fait je suis juste perdu, je suis désorganisé, je ne vais jamais jusqu'au bout des choses, j'ouvre plein de projets, je ne vais pas jusqu'au bout, parce que, et donc ça nous parle de la gestion du temps. J'ai donné une autre vidéo, alhamdoulilah, sur mon YouTube, hein, Linda Ben Sharfa, sur mon YouTube, sur la gestion du temps, justement, où je parle de l'asr. Et donc pourquoi je parle de la notion du temps, au-delà du fait qu'Allah Azza wa Jalla on a parlé et a juré par le temps. Je pense qu'il faut aussi, nous, en tant qu'être humain, apprendre à naviguer entre ce qu'on appelle le temps subjectif et le temps objectif. Et en français, enfin, qui vient du grec, on appelle ça le temps chronos et le temps kéros. Chronos, c'est H-R-O-N-O-S, et kéros, K-A-I-R-O-S. En fait, ce sont 2 notions de temps totalement séparées. Et je pense que quand on arrive à faire la différence entre ce temps, nous sommes déjà plus dans la maîtrise de notre temps. Que se passe-t-il, en fait? Le temps chronos, bah, c'est le temps qui passe par seconde, par minute, par heure, par semaine, par jour, par mois, ok, qui est bien identifié, alhamdoulilah, 1 semaine, c'est 7 jours, etc. Ça, c'est le chronos, ok? Et puis, il y a le temps kéros, qui est la notion du temps, c'est-à-dire la perception du temps. Par exemple, subhanallah, lorsqu'on fait une séance de méditation, une séance où on est bien avec une personne, en fait, on voit pas le temps passer. Déjà 1 heure est passée, mais c'est juste pas possible. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où je vais aimer ce que je fais, ben, le temps passe beaucoup plus vite. Donc, quel est le temps subjectif, quelle est la perception que j'ai du temps en fonction de ce que je fais, en fait. Donc, si déjà je vis moi-même comme étant cette tâche que je repousse comme étant quelque chose de douloureux, difficile, ben, effectivement, je vais toujours avoir du mal à y aller. Alors que, à partir du moment où j'arrive à me dire, ben, je vais y mettre des choses positives dans ce temps-là, parce que je sais que quand je fais des choses que j'aime,
malgré tout, ben, le temps n'a plus et devient élastique en fait, n'a plus du tout la même notion. Et là, je vais dire, bah non, je vais encore passer 4 heures à le faire, subhanallah, alors que si j'arrive à y mettre effectivement, à me dire, bah non, après 4 heures, je serai très... Et déjà à visualiser le futur, et ben alhamdoulilah, déjà, je vais me dire que ben, ça va se contracter, c'est pas 4 heures, parce que je vais y mettre un petit peu de pensée positive en me disant mais non, mais après ça va être classe quand je vais terminer mon projet, alhamdoulilah. Et bien déjà les 4 heures ne vont pas passer en temps effectivement objectif, mais en temps subjectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est important, et ça c'est une autre notion au-delà de comprendre le temps chronologique subjectif ou objectif, c'est la métacognition. Et ça j'en parle très régulièrement. Qu'est-ce que la métacognition? En fait c'est une chose, personne ne nous l'a appris. Nous l'a apprise, ni à l'école, ni à l'université, ni à la maison, personne. En fait, le but est de pouvoir essayer de comprendre et de me focaliser, non pas sur la tâche en fait, qui me saoule en 2 mots, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'en peux plus, mais vraiment sur comment je pense et comment j'agis vis-à-vis de la tâche pour pouvoir arrêter de procrastiner. C'est-à-dire quelles sont les peurs qui m'habitent, qu'est-ce que je ressens quand je dis « Ah là là, je dois aller payer mes impôts, ou je dois appeler la personne des impôts, ou je dois passer à l'URSSAF, ou je ne sais pas. » Et qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi en fait? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans l'évitement? Et donc, ce métacogiter, c'est pouvoir mettre des mots, observer notre façon d'être et notre façon de faire pour pouvoir maîtriser davantage le fait d'être dans l'inaction. Parce qu'après, bien entendu, je culpabilise. Ah ben non, je n'ai pas payé mes factures. Et ben du coup, j'ai des agios derrière. Et après, j'ai des frais. Et parce que oh mais mon Dieu, j'aurais dû faire ça depuis 3 mois. Mais en même temps, je suis débordée, donc je peux pas tout faire, etc. Mais je suis la première à m'en plaindre. Hein, ne vous inquiétez pas, je suis exactement comme vous. Je suis pas du tout mieux que vous. On est tous, mais en même temps, ça s'apprend. C'est bien de savoir que nous sommes comme ça, mais pour pouvoir aussi, c'est ça le but après de la vie, hein, c'est de comprendre mes manquements et mes faiblesses pour pouvoir les contrecarrer, Inch'Allah, en mettant en place certaines stratégies. C'est vraiment le but de la vie, à mon sens. Et donc, vraiment se poser la question. Maintenant, peut-être pour terminer, maintenant que vous avez compris un petit peu le temps, que vous avez compris la métacognition, que vous avez compris la définition en soi, que vous avez compris les peurs en fait qui vous habitent, qui nous habitent tous lorsque nous faisons, lorsque nous procrastinons justement. Maintenant, je vais essayer de partager avec vous 5 petits exercices applicables vraiment facilement pour que vous puissiez, Inch'Allah, pour que vous puissiez un petit peu déloger tout ça de votre vie en fait. Hein. Donc, dès maintenant vous avez compris le mécanisme, les biais cognitifs, les processus psychologiques de la procrastination. Maintenant, le but étant de faire des exercices. Et je vais commencer par un premier exercice qu'on appelle, et qui marche bien. Et là, vous allez comprendre un petit peu le chronos et le kairos dont je parlais tout à l'heure. Simplement, mais franchement, jouez le jeu. Faites l'exercice avec moi, ça dure 10 secondes. Ok. On va fermer les yeux. Billah alaykoum. Et en fermant, après avoir fermé les yeux, vous allez tout simplement juste vous concentrer sur votre respiration. Billah alaykoum. Vraiment vous concentrer sur votre respiration. On le fait ensemble. Et dès que je dis stop, ça veut dire qu'on a terminé les 10 secondes et on fera notre exercice derrière. Juste ça. Juste pour que vous puissiez prendre conscience de la différence entre justement les 2 notions du temps. Ok, on ferme les yeux et on va respirer. On va juste écouter notre respiration. Bismillah. Alhamdulillah. Ok, on arrête. Ça fait 10 secondes. Vous êtes bien concentré sur votre respiration et vous avez ressenti des choses. Ok. Maintenant, deuxième exercice, même chose, billah alaykoum. On va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas vous concentrer sur votre respiration. Vous allez, Inch'Allah, réfléchir à tout ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant pour pouvoir ne plus procrastiner. Tout ce que vous allez mettre en place. Ok? Et quand je vous dis stop, on ouvre les yeux. Bismillah, on ferme les yeux. Bismillah. Ça y est. Je pense qu'à partir du moment, c'est ça qui est important en fait à comprendre, à partir du moment qu'on ne pense qu'à une seule chose à la fois, le temps il paraît lent.
Et quand je pense à plein de choses à la fois, ben c'est pas possible en fait. Le cerveau il bug et waouh. Et je suis sûre que vous avez eu l'impression qu'on est passé 5 secondes en fait. Parce qu'on pensait à tellement de choses et qu'on pouvait pas tenir le bout de chaque pensée et aller dans tous les sens. Paf, le temps il est passé. Et donc si vous voulez avoir besoin de temps et de gérer votre temps, il faut faire une chose à la fois. Billah alaykoum. Quand je mange, et puis quand je dors en fait. Alors, essayez de manger en dormant ou de dormir en mangeant, puis vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre, subhanallah, que c'est pas possible. Et beaucoup de personnes, et ça c'est vraiment la plainte de beaucoup de personnes, font plein de projets en même temps, mais vont jamais jusqu'au bout des projets. Et ensuite, ça apporte quoi? De la culpabilité permanente. Et voire de l'autosabotage. Ah ouais, mais regarde, je suis pas capable, j'y arrive pas. Mais non, c'est juste qu'en fait que tu as ouvert plus de projets. Mais je suis la première à le faire. Hein. Donc là, je suis sur 4 projets en même temps. C'est juste pour vous dire que Dieu y mette la baraka ainsi que dans les vôtres, Inch'Allah. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, quand on veut faire trop de choses, parfois on fait très mal, puis parfois on fait pas du tout. Donc, billah alaykoum, vous prenez un projet, vous allez jusqu'au bout du projet, Inch'Allah. Vous clôturez le projet avec les moyens du bord, autant que vous le puissiez. Ça, c'était la première des choses. C'est vraiment l'exercice des 10 secondes pour comprendre la notion des temps. Subjectif, objectif. Deuxième exercice, la gratification, on appelle ça la gratification espacée, pour comprendre ce que l'on veut vraiment en fait. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que parfois on se précipite dans les projets et on ne voit pas loin, on voit court terme et on se dit, ah là, mais en même temps c'est trop tard, c'est pas possible et donc je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, si par exemple aujourd'hui je vous dis, et ça a été des études scientifiques qui ont été effectuées là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire si je vous dis, je vous donne 1000 € maintenant, enfin vous allez obtenir 1000 € par je ne sais comment, 1000 € maintenant, et par contre, dans un an, je vous donne 2000 €. Qu'est-ce que vous préférez? 97% des gens vont dire, je préfère maintenant que d'attendre dans un an. Okay. Par contre, si je vous dis cette fois-ci, dans 6 ans, je vous donnerai, Inch'Allah, 6000 €, alors que dans 7 ans, je vous en donnerai 7000. Et là, subhanallah, regardez l'esprit humain, 97% des gens ont répondu, en fait, on préfère attendre 7 ans. Quitte à attendre, on préfère attendre 7 ans. Vous voyez. Pourtant, le délai et la différence de somme, en fait, elle est exactement la même, 1000 €, un an. Vous voyez. Et donc, tout ça pour dire qu'il ne suffit pas, à mon sens, de sauter sur la récompense immédiate, de suite, mais comprendre que plus on attend un résultat, plus la gratification pourrait en être décuplée. Vous voyez, avec une récompense plus forte, une fois qu'on atteindra son objectif. Et ça, c'est aussi avoir la capacité à visualiser les choses, à visualiser, à anticiper, à voir loin, parce que parfois quand on est dans les projets, on est là-dedans, mais comment je vais y arriver? Et on ne se met pas des deadlines, on ne se met pas des échéanciers, on ne se met pas, voilà, dans 6 mois, dans un an, c'est le propre du projet en fait. Et en se disant, même si ça prend plus de temps, alhamdoulilah, la récompense, la récompense, c'est-à-dire que l'objet fini, le projet terminé, m'apportera bi'idn rahman, bi'idnillah, et uniquement bi'idnillah, une satisfaction, voilà, une satisfaction certaine en fait. Donc, est-ce que la récompense en vaut la peine et est-ce que je peux attendre un peu en fait, un peu plus aussi? Il y a toute cette notion-là de cette gratification espacée aussi, qui fait que, alhamdoulilah, je suis à l'aise, j'ai du temps, je me mets des deadlines et je me mets du temps. Cet exercice-là, c'est un exercice qui va nous faire travailler sur ma capacité à être frustrée, en fait, à la frustration. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, nos enfants, malheureusement, nous ne leur apprenons pas assez la frustration, mais vraiment pas assez. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'ère du tout de suite, de l'immédiateté, de je clique et j'ai ma réponse, que même pour un parent, c'est compliqué de dire, non, en fait, Ténaïk, mon chéri, désolé, mais tu les auras dans 2 mois, quand j'aurai une paye conséquente et que je pourrai te la... Alors que nous avons grandi, nous, comme ça. Mais nos enfants, aujourd'hui, on a du mal, en fait. On veut vraiment être dans le plaisir immédiat, parce que cet enfant, aussi, il est tellement dans l'immédiateté qu'il ne peut plus attendre, en fait. Alors que nous sommes en train d'inverser les valeurs de l'islam aujourd'hui, parce que les valeurs de l'islam, c'est « Inna Allahu ma'a sabirin » en fait. C'est fasbiru. Et donc, on va vraiment contre les valeurs de notre... Allahu alam, ça n'appartient qu'à moi, ce que je dis là, mais je pense qu'on est vraiment... et que la première des éducations doit être basée sur la frustration. Bien sûr, pas sur la frustration violente, ni physique, on parle vraiment de frustration psychique pour pouvoir l'aider à être persévérant, à être attentif, à être patient.
parce que ça manque. Moi, je reçois des enfants tous les jours et je me rends compte comment c'est juste pas possible, en fait. Alors, non, encore plus ceux qui sont dans l'hyperactivité où ils doivent tout avoir tout de suite, c'est très dur, en fait. On vit des temps mais vraiment difficiles et il faut vraiment contrecarrer ça. Bah non, en fait, tu l'auras pas, mon chéri. T'attendras telle année, t'attendras quand je pourrai te l'offrir. Enfin, pas ad vitam aeternam non plus, mais voilà, mettre quand même une deadline en disant, bah, quand j'aurai ma paye, tu pourras l'avoir. Et ça malheureusement, Wallahu a'lam wa a'lam. Troisième exercice, on en a 5 en tout, et après je vais vous quitter. Donc le troisième exercice, c'est vraiment billah alaykoum. Quand vous avez un projet, même s'il est énorme, découpez-le en morceaux. Découpez-le en morceaux, on appelle ça la méthode du compte à rebours. Et essayez de visualiser de la finalité aujourd'hui. Il faut comprendre quelque chose, c'est le schéma du cerveau, pour pouvoir comprendre ça. C'est-à-dire que, bon, alors on vous en parle régulièrement, le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le conscient, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qu'on dit là, c'est avec des mots. En fait, on parle avec des mots. L'inconscient, c'est avec les pensées qui nous habitent, qui sont les nôtres. Mais le subconscient, en fait, il travaille avec les images. Okay, et ça, c'est une chose très importante. C'est vraiment en fonction des images, le subconscient, mais en même temps, il ne fait pas de différence. Et ça, c'est super important, parce qu'il ne fait pas de différence entre le présent, le passé et le futur, le subconscient. Okay, de la même façon, d'ailleurs, que le cerveau, en général, ne fait absolument pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Lorsque nous visualisons quelque chose, et bien, subhanallah, pour le cerveau, c'est une réalité. Il ne fait pas la différence. Et ça, il faut vraiment travailler là-dessus et jouer là-dessus et profiter, en fait. Et donc, cet exercice dont je vous parle, découpé en morceaux, hein, mais en fait, ça va nous apprendre à nous projeter. D'accord, à nous projeter, mais à nous projeter une étape à la fois. C'est compliqué, en fait. Pour les gens boulimiques, qui veulent tout de suite, qui veulent vraiment réussir maintenant, c'est compliqué. Disons que vous devez acheter une maison. On achète une maison. Le but d'abord, c'est de pouvoir visualiser sa maison. C'est super important. Ok. Je visualise ma maison, mais ensuite, je visualise tout ce qui vient avant. C'est-à-dire, je mets la clé dans la porte de la maison. Ok. Peut-être avant de mettre les clés, j'ai fait des travaux dans cette maison. Ok, alhamdoulilah. Avant d'avoir fait les travaux, alhamdoulilah, j'ai été signé chez le notaire. Vous voyez comment vous découpez step by step, étape par étape, de la finalité de mon objectif, ça peut être le Coran, ça peut être une entreprise, peu importe, jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui est important, en fait. C'est vraiment d'arriver à visualiser, mais les visualiser, hein, c'est pas juste y penser, c'est les visualiser dans mon cerveau. Step by step, jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc vous les définissez, c'est à vous de définir les étapes, parce que ça dépend du projet, et vous les découpez jusqu'à ce jour-là, maintenant. Parce que le but, c'est toujours de revenir à l'instant présent. Et les gens qui procrastinent sont des gens qui sont soit dans le futur hypothétique, soit dans le passé révolu. Et ils n'arrivent pas à se poser. La métacognition, c'est ça. La visualisation, c'est ça. C'est vraiment se poser là maintenant. Et donc, j'ai vraiment visualisé step by step jusqu'à temps que j'arrive à maintenant. Ok, en fait, la première chose, c'est un peu comme un domino, vous voyez. Le dominé qui va tac, 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 alhamdoulilah, arriver jusqu'à bi'idn rahman, la fin de l'objectif. En fait, c'est juste magnifique parce que je sais que j'ai que ça à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai tellement découpé que pour moi, c'est pas une masse, en fait. Je veux dire, ouah, achat d'une maison, ouah, naqra al-Qur'an, et lire le Qur'an, apprendre le Qur'an 600 pages, mais c'est just impossible. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire qu'on voit tellement la finalité qu'on voit le haut de la montagne, mais qu'on voit pas les steps pour pouvoir y arriver. Vous voyez? Les marches, dans cette montagne-là, on va pouvoir se reposer. On voit pas ça, on voit que la finalité, on se dit, c'est juste, le mont de l'Everest, c'est juste pas possible. Et pourtant, on l'a gravi. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, sachez-le, le conscient, l'inconscient, tout le subconscient, en fait, surtout le subconscient, c'est l'image. Donc, je dois imager dans mon cerveau. Et pour imager, comment je peux faire? Je vais dessiner. D'accord? Je vais dessiner ça. Sur une feuille en papier, vous mettez des images, vous imaginez l'objectif final, et vraiment, j'essaie d'imager tout ça. De la première step, en fait, qui est la dernière, jusqu'à l'entrée dans ma maison, jusqu'à aujourd'hui, je vais chercher cette maison. Vous voyez? Juste la découper, la visualiser, Inch'Allah.